Bonjour à tous. Nous, entrepreneurs, Marc-William Mathieu, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Diego Magdalena. Bonjour Bonjour, Diego. bonjour Marc William. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enseigne et nous expliquer ce que tu fais? Oui, alors Droit Regard est une entreprise à mission. C'est la première entreprise à mission du secteur de l'optique. Nous sommes opticiens et nous avons une vocation un petit peu particulière qui est d'adresser les besoins des gens qui sont souvent un petit peu oubliés par les opticiens traditionnels, c'est-à-dire essentiellement les gens qui sont à la retraite, les gens qui sont étudiants, les gens qui sont professionnels indépendants, les salariés du public ou éventuellement les familles précaires. Donc, grosso modo, la moitié de la population française qui, effectivement, est plutôt moins bien servie que les autres chez les opticiens classiques. Donc, on vient compléter le dispositif avec un modèle qui est extrêmement simple, puisqu'on utilise la loi 100% santé, qui est un cadre juridique qui nous permet d'adresser les besoins de ces gens-là avec une promesse de ne pas payer ses lunettes dans tous les cas. Même les personnes les plus précaires ne payent pas leurs lunettes chez Droit de Regard et pour autant, elles ont ce qu'on fait de mieux en matière de verre, en matière de traitement, en matière de technologie et en matière de qualité de fabrication. Donc ce modèle-là, il nous permet d'être une entreprise à mission au sens où on va pouvoir aller jusqu'au bout des besoins de ceux qui sont les plus éloignés des soins. Aujourd'hui, Droit de Regard, c'est 4 magasins, Paris, Le Havre, Toulon et Marseille. Et dans les territoires dans lesquels on est implanté, on a également des opticiens itinérants qui vont dans des établissements comme des ESAT, des entreprises d'insertion, des associations, des foyers d'accueil, des centres d'hébergement, des hôpitaux, des universités, etc. Un certain nombre de contextes dans lesquels les gens sont 7 fois moins équipés que la moyenne des Français. Et donc, on apporte la santé visuelle à ces personnes dans ces contextes-là. Voilà. Super. Diego, tu es un serial entrepreneur. Ce n'est pas ton premier projet. C'est pas le premier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours d'entrepreneur? Oui, alors mon parcours, il a commencé en 2000, puisque la première entreprise qu'on a montée avec mon épouse d'ailleurs s'appelle Pickup, et on a eu la volonté à cette époque-là peut-être de monter un peu dans le train qui passait à ce moment-là. C'était l'époque de la bulle. Ça paraît assez ancien peut-être à certains de nos auditeurs, mais il y a eu une fièvre entrepreneuriale à ce moment-là, et donc ça m'a donné en tout cas moi envie de monter dans ce train. On a créé Pickup, qui est donc avec l'idée d'être opérateur de réseau de points relais pour la distribution des colis, donc rien à voir avec les lunettes, évidemment. Et c'est une entreprise qui a eu des débuts extrêmement difficiles, puisque cette même bulle a explosé l'année suivante, en 2001. Et donc les conditions de l'environnement dans lequel on déployait ce projet se sont considérablement dégradées. Trouver des financements, c'était devenu extrêmement compliqué. Énormément de nos confrères qui étaient engagés dans le même processus sont morts à ce moment-là. Et donc, nous, on a pris une décision assez étrange à ce moment-là qui a été de ne pas mourir. Et donc, on a tenu bon. Ça a duré très longtemps. Ça a duré 5 ans. On a beaucoup ramé. Ça a été très dur. On a mangé tout notre pain noir. Mais on a fini par y arriver. On a fini par signer un premier contrat important avec les buralistes pour déployer un réseau de points relais en France. Et puis, on a fini par être acheté par la Poste en 2009. Et là est arrivée une deuxième étape très, très importante de notre développement, puisqu'on a pu développer à l'international, etc. Et donc, bien sûr, ce parcours assez heurté, mais finalement qui s'est bien fini, a fini d'ancrer le virus entrepreneurial dans notre capital génétique. Et donc, on a. Alors, ce qui est assez particulier dans ce parcours, c'est qu'on a vendu Pickup à la Poste en 2009, mais on est resté jusqu'à 2018. C'est assez rare pour le souligner, puisque la Poste a eu l'intelligence de maintenir un fort degré d'autonomie à notre structure. Et donc, on a pu s'éclater, entre guillemets, pendant de nombreuses années. En 2018, quand on a quitté la Poste, comme ça s'était bien passé, on a eu la chance de pouvoir donner du temps à un projet qui nous tenait à cœur à l'époque, qui est Café Joyeux. Donc, on est passé des colis au café, mais le fil rouge, c'est toujours le fait d'être entrepreneur. On a monté une filiale chez Café Joyeux qui s'appelle Grain et Capsules,
pour vendre du café à la marque Café Joyeux, pour financer les restaurants qui emploient des personnes en situation de handicap mental et avec des troubles cognitifs. Et ça a plutôt bien fonctionné. En tout cas, aujourd'hui, ça fait partie des éléments du modèle économique qui permettent à Café Joyeux d'équilibrer son modèle, ou en tout cas oui, d'équilibrer son modèle et de continuer de se développer. Quand on a monté cette structure, il y avait deux Cafés Joyeux en France. Il y en a aujourd'hui 24. Voilà, donc on est très heureux que ça ait été contributif. Et puis droit de regard, donc on est passé ensuite du café aux lunettes, mais avec toujours la même logique entrepreneuriale, avec cette idée de monter dans un deuxième train, qui est celui de l'entreprise à mission ou de la évolution un petit peu de l'entreprise qui a du sens, où il y a notre perception, c'est qu'il y a en ce moment un travail quasiment dans toutes les entreprises de réflexion sur l'utilité de ces entreprises, sur la raison d'être de ces entreprises, et qu'il y a potentiellement une vraie révolution en cours qui amènerait petit à petit toutes les entreprises à devenir des entreprises à mission, c'est-à-dire à se recentrer sur leur utilité. Et petit à petit, qu'est-ce qu'une entreprise à mission fondamentalement pour nous, en tout cas dans notre perception? C'est une entreprise dont le profit n'est plus la finalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça n'est plus la finalité, c'est qu'on met le profit, le profit devient un moyen, et un moyen de servir une utilité, une cause en particulier. Et donc, ça aussi, c'est un train dont on a perçu qu'il y avait un début de révolution et on a voulu participer à cette révolution, accélérer ce processus potentiellement avec nos petits bras musclés, modestement, voilà, et on s'est engagé d'abord chez Café Joyeux, puis dans Droit de Regard avec cette idée-là. Donc évidemment, nativement, logiquement, Droit de Regard est une entreprise à mission avec la vocation effectivement d'avoir un impact notamment social extrêmement important puisqu'on est tourné essentiellement vers les gens qui étaient les plus mal servis de notre secteur. Voilà. Diego, Et ça fait qu'on a aujourd'hui une entreprise au sein de laquelle les gens savent pourquoi ils se lèvent le matin. bon, c'est superbe. Je voudrais revenir un petit peu sur ton histoire avec Pickup. Ouais, Tu nous disais tout à l'heure, il y a eu des moments qui ont été des moments difficiles. Il y a eu oui, des moments qui ont même, enfin, ces moments ont duré. Si j'entends 5 ans, 60 ouais. mois, voilà, c'est un temps relativement important. Comment est-ce que tu as fait pour garder, quelles sont les actions que tu as mis en place pour pouvoir garder ta motivation? Euh, alors, c'est assez difficile de répondre à cette question au sens où, encore aujourd'hui, c'est difficile de faire le tri entre ce qui s'apparente à l'obstination et véritablement au sens que ça pouvait avoir. C'est vrai que euh, ma perception, alors c'est peut-être à Ouais, travers notre histoire, mais je pense que les entreprises qui se développent extrêmement vite, selon le processus de ce que parfois on appelle le fast scaling, pour moi, ce sont des jolies histoires qu'on raconte, mais c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est plus compliqué. La vraie vie, c'est plus long. Et donc, il faut accepter finalement de pas savoir ce qui va se passer, comment ça va évoluer, et de revenir continuellement. Et je pense que c'est ça qui nous a fait tenir à la force de l'idée de départ. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une conviction forte, ce qui était mon cas, sur l'utilité d'un modèle, sur le bien fondé d'un modèle, finalement, il peut arriver plein de choses. Il y a beaucoup d'adversités, il y a des phénomènes qui sont complètement extérieurs et qui dégradent l'environnement dans lequel on porte ce projet. Si on est sûr que l'idée reste bonne, d'une certaine façon, il faut tenir. Et il faut accepter que le rythme est plus lent, beaucoup plus lent, voire beaucoup plus lent que initialement prévu, mais qu'à un moment donné, si on atteint un cliquet
qui fait que d'un seul coup, on bascule dans la deuxième phase de l'histoire. À ce moment-là, on arrive avec toute la force de la démonstration qu'on a pu faire jusque-là, de la solidité, de la résilience du modèle et de l'entreprise. Et ce qu'on construit ensuite est incroyablement plus solide et plus fort D'accord. que si on avait brûlé les étapes d'une certaine façon. Donc on a fait cet apprentissage malgré nous, et d'une certaine façon, bien nous en a pris de tenir, puisqu'effectivement, c'est assez rigolo parce que sur la ligne de départ, au moment où on était encore dans le cadre de la bulle, et donc on promettait un Internet avec tout un tas de modèles économiques qui en découlaient et qui devaient exploser très très vite. Euh, à ce moment-là, il y avait à peu près 9 entreprises qui avaient un projet relativement similaire au nôtre. Donc, on était très nombreux sur la ligne de départ. Et sur ces 9 entreprises, il y en a 8 qui ont arrêté dès que la bulle a explosé. Et on est la seule qui a décidé de ne pas arrêter. Voilà. On n'avait absolument pas les moyens de continuer. Et le fait d'avoir décidé de continuer malgré tout fait que, in fine, à la fin, comme il ne restait plus que nous, ça nous a servi. Mais c'est vrai que voilà, je ferais ce conseil si je pouvais avoir un certain recul sur Ouais. le sur du parcours, qui est effectivement que il faut accepter simplement que le rythme n'est pas celui qu'on raconte dans les jolies histoires, et le rythme, c'est plus compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes rencontres et des mauvaises rencontres, mais à la fin, quand on est sûr de son fait, enfin, quand on est sûr de son modèle et de l'utilité de son modèle, ça finit toujours par aboutir. J'ai quand même entendu à plusieurs reprises on va dire la clarté, la certitude qu'on a fait le bon choix. Euh, J'entends aussi le fait que bon, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'à un certain moment, il faut peut-être revoir certains des éléments du projet, mais que faut être clair sur le projet et sur le pourquoi du projet. Est-ce que Oui, c'est l'essentiel, le ça? cœur, ouais, Ouais, tout à fait. d'accord. Voilà. Et c'est essentiel parce que ça permet d'affronter certains points de passage qui sont, Ouais, on va pas le cacher, hein, qui sont très durs à vivre. Moi, je me souviens de mon père, à un moment donné, disant jusqu'où ira-t-il trop loin. C'est dur à entendre. ouais, ouais, C'est vrai qu'on a l'impression que l'environnement complet ne comprend plus pourquoi on s'obstine, et même mon épouse, d'ailleurs, c'était aussi très dur pour elle, puisqu'elle était embarquée dans cette aventure. Et voilà. Et lorsqu'il se passe pas pendant très longtemps ce qu'on avait prévu qui se passe, c'est dur de tenir. C'est dur. C'est vrai. ouais, 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 ouais. Alors, une question, fonctionner en couple, construire en couple et construire à plusieurs reprises en couple, Ouais. c'est quelque chose qui peut paraître assez difficile, en tout cas assez inhabituel. Et je suppose que il doit y avoir des moments aussi super excitants et super intéressants par rapport à ça, mais est-ce que vous arrivez à faire une séparation entre le business et la vie courante ou pas? Alors, euh, deux questions en une. Sur la première, je pense que énormément de gens pensent que c'est compliqué ou difficile d'entreprendre avec son épouse ou de travailler avec son épouse, mais de la même façon qu'énormément de gens pensent que c'est très difficile et qu'ils ne sont pas capables de monter une boîte. Et je pense qu'une partie significative de ces gens-là, en fait, se trompent. C'est juste qu'ils ne prennent pas la décision de De tenter le faire. l'aventure. C'est pas si compliqué à partir du moment où on est relativement complémentaires, ce qui est notre cas avec mon épouse Marina. Et donc, cette complémentarité, elle s'illustre et finalement, elle dessine une organisation qui fait que, il y a évidemment aucune hiérarchie entre Ouais, nous, aucune responsabilité de l'un envers l'autre. En revanche, il y a une très grande confiance qui s'instaure.
Et moi, j'ai la chance, dans mon mode de fonctionnement avec Marina, d'une certaine façon, d'avoir parfois des idées qui sont potentiellement relativement généreuses, mais c'est elle qui sait les mettre en œuvre. C'est elle qui a la force d'action du cœur, Ouais, qui ouais. fait que très concrètement, donc chez Donc Droit de très Regard, elle est complémentaire. directrice des partenariats solidaires. Et donc, quand il s'agit d'aller sur le terrain, dans des établissements auprès des plus fragiles, elle le fait d'une façon que moi, je ne sais pas faire. J'ai très Ouais, envie qu'on soit capable de le faire, mais c'est elle qui fait qu'on est capable de le faire d'accord. concrètement. Donc, cette complémentarité, elle est très importante. Alors après, est-ce qu'il y a une séparation entre vie pro, vie perso? Bah oui, grâce à elle. Parce que moi, je suis de ces entrepreneurs qui sont en mode fil rouge, c'est-à-dire que c'est constant dans ma tête, du Ouais, matin au soir et même la nuit, c'est 24 heures sur 24. Et donc, si elle ne faisait pas, si elle n'imposait pas finalement cette fin du sujet sur certaines plages qui sont des plages perso, moi, je pourrais en parler tout le temps. Donc, merci à elle de réussir effectivement à imposer cette alternance. d'accord, super. Il y a un ou deux conseils que tu donnerais aux personnes qui ont envie d'entreprendre en couple? J'entendais tout à l'heure, tu disais par exemple véritablement une séparation des responsabilités. Est-ce qu'il y a d'autres conseils de ce type que tu pourrais donner, très pratiques? Alors, séparation des responsabilités et complémentarité. Je pense Ouais, qu'effectivement, si on est très similaire, alors après, si on est très similaire, déjà, c'est compliqué dans un couple, mais je pense que c'est aussi très compliqué dans le fait d'entreprendre ensemble. Enfin, en tout cas, je dis ça en mhm, réfléchissant en creux. C'est parce que je constate que un des secrets de notre agréable collaboration avec Marina est le fait que nous soyons très complémentaires et donc nécessairement pas sur les mêmes sujets, sans avoir besoin de se rendre des comptes l'un d'accord, sur les ok. sujets de l'autre, etc. Donc il y a avec cette confiance immense qu'on a dans le travail de l'autre. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Donc je pense du coup qu'il faut avoir ça pour que ça D'accord. marche sans certitude. Il y a peut-être des contre-exemples parmi Mhm. les gens qui nous écoutent et qui voudraient apporter leur témoignage. Certainement. Est-ce que tu aurais un conseil pratique à donner sur ce fait d'entreprendre en couple? Parce que c'est vraiment un sujet intéressant hein, par rapport à nos amis, nos autres amis entrepreneurs. Voilà, parfois, par exemple, j'ai eu un mentor qui me disait, Mark Williams, ne recherche jamais l'équilibre vie perso, vie pro. C'est une grosse connerie. Il faut rechercher l'harmonie. Bon, tu vois? Et il me disait tout ce que je fais avec ma femme, qui elle aussi entreprenait avec lui, quelque part, il recherchait toujours l'harmonie dans ce qu'il faisait, il recherchait pas d'équipe. Bon, toi, tu me parles tu parlais du fait que Marina, par exemple, coupe le fil à un certain moment pour Oui. dire, OK, là, on rentre dans une autre dimension, qui est notre dimension personnelle. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Conseils pratiques que tu pourrais donner ou pas. C'est pas nécessaire, mais si tu en as, c'est sympa. Euh, non, après, je suis à Non? la disposition de ceux qui voudraient OK. échanger sur ce sujet-là, si Ouais. éventuellement ils ont des interrogations D'accord. qu'ils voudraient creuser un Super. peu plus. Moi, je suis tout à fait disposé à faire part de notre expérience, mais voilà, je pense que le fondement de la qualité de notre collaboration, je l'ai évoqué, hein, Ouais. c'est cette complémentarité et les sujets sur lesquels Marina travaille, qui sont des sujets souvent humains, avec toute la puissance de sa féminité au service de ces sujets humains et avec cette capacité à travailler avec le cœur, qui, je pense, est très supérieure à la mienne en termes d'efficacité opérationnelle sur ces sujets-là. Chez Pickup, elle était DRH, c'est pas pour rien. Voilà. Et donc je pense qu'effectivement, il y a peut-être un travail de réflexion en amont parce que c'est vrai que nous, très honnêtement, on n'a pas fait cette réflexion. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, c'est venu avec l'expérience.
Au D'accord. départ, quand j'ai proposé à Marina de monter dans le train de l'entrepreneuriat et de monter ce qui est devenu Pickup, euh, Marina a accepté ce projet à partir du moment où elle était embarquée dedans parce qu'elle voulait pas être extérieure et du coup n'avoir que le récit qu'on en fait. D'accord. Elle savait qu'on prenait un risque et elle voulait être en prise Partie directe avec prenante. le projet pour savoir la Ouais. vérité. Ah ouais. Et donc, on a monté la boîte ensemble sans savoir qu'elle deviendrait DRH. D'accord. Et elle Ok, est devenue, super. quelques temps plus tard, naturellement DRH parce que son mode de fonctionnement, ses qualités humaines l'ont amené à cette responsabilité. Donc, je pense qu'effectivement, peut-être qu'on aurait dû un peu plus approfondir la réflexion en amont. Bon, elle Bon, s'est faite en avançant, mais c'est voilà, super en tout cas. c'est un sujet qui mérite réflexion, mais surtout, moi, le conseil que je donnerais, c'est de pas juste partir du principe que c'est pas possible parce que on va s'engueuler ou etc. Non, ça c'est un petit peu court comme réflexion. Faut un petit peu creuser plus. D'accord, ok, super. Donc vous êtes donc vous travaillez à deux, donc ce qui est quand même une force absolument extraordinaire parce que ça fait que tu as quelqu'un avec qui échanger sur les différents sujets. C'est malgré tout quelqu'un qui est impliqué à l'intérieur de la Ouais. structure, donc qui a une compréhension de beaucoup de choses. Est-ce que au-delà de ça, vous faites partie de réseaux d'entrepreneurs? Est-ce que vous participez à des réseaux d'entrepreneurs? Voilà, est-ce que vous êtes je sais pas, mentoré par des personnes externes ou est-ce que vous vous suffisez quelque part à vous-même et vous avancez Alors, comme cela? bien sûr qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes. On ne fait pas partie de réseaux d'entrepreneurs particulièrement. En revanche, on est très accompagné par nos actionnaires. Nos actionnaires, Ouais, c'était le cas déjà à l'époque de Pickup et c'est aujourd'hui le cas également. Au début, les principaux actionnaires, c'est surtout des business angels, c'est surtout des personnes physiques qui ouais. ont un attrait pour le modèle, pour l'impact, en l'occurrence de droit de regard, et qui sont très utiles à nos côtés. Alors, est-ce que c'est notre réseau entrepreneurial? Oui et non, parce que c'est des gens d'horizons divers. Mais il y a une vraie capacité à nous Ah, accompagner, à nous conseiller, etc. On a ça eu l'est d'une une certaine personne. manière. Ça l'est d'une Comment? certaine manière parce que ça l'est d'une certaine manière parce que ce sont quand même des personnes qui font partie de votre réseau et qui sont qui donnent le regard externe. Donc, Exactement, exactement. Et qui en plus le donne avec un sens et une perspective qui est forcément dans l'intérêt de l'entreprise puisqu'ils en sont actionnaires. ouais, Après, on a eu une personne qui a été déterminante dans l'histoire de Pickup, et notamment dans l'histoire difficile de Pickup les premières années et le moment où on a réussi à accrocher ces premières étapes et à gérer cette transition vers une suite qui était quand même un peu plus heureuse. On a eu une personne qui s'appelle Alain Ducret, qui était un- quelqu'un qui avait une carrière importante en matière de stratégie, de direction stratégique, etc., et qui nous a donné, qui nous a beaucoup accompagnés, qui nous a beaucoup conseillé, avec qui on a pu beaucoup dialoguer, et qui, à certains moments, nous a donné les trois, quatre conseils absolument clés qui ont ouais. été déterminants et qui amènent à ce qu'aujourd'hui, Pickup soit devenu leader mondial de son métier d'opérateur de réseau de point relais, alors que s'il nous avait pas donné ces conseils-là, et qu'on n'avait pas suivi ces conseils à ce moment-là, Pickup serait vraisemblablement mort alors qu'il est. Donc D'accord, ça, ok, voilà, c'est assez déterminant. Et puis après, c'est du réseau. Voilà, voilà. en l'occurrence un oncle éloigné mais ça nous a, enfin, ça, effectivement, ça a été clé. D'accord. Alors, trois dernières questions. Je vais te les poser en groupe, comme ça tu y réponds comme tu le sens. Euh, Première question, quand tu regardes devant toi, donc je rappelle, hein, ton entreprise, vous avez quatre lieux que vous gérez en propre hein, dans des Oui, villes différentes, hein, Toulon, Le Havre, Marseille et Paris, hein, oui. si je me souviens correctement. Euh, quel va être pour toi le principal challenge que tu vois devant toi?
Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, c'est comment est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo ou qui écoutent cet audio peuvent apporter un plus à ton entreprise ou à toi-même? Comment est-ce qu'ils peuvent être utiles? Et puis la dernière, c'est celle du jeune Diego. Hein, le jeune Diego à qui tu parles, avec qui tu échanges et à qui tu donnes un ou deux conseils pour avoir une vie entrepreneuriale réussie. Alors, le principal challenge qu'on a devant nous, c'est un challenge de financement. Ouais, C'est simple et assez commun à plein d'entrepreneurs, hein, j'imagine. On s'est engagé dans cette aventure de droit de regard juste avant le Covid. Notre démarrage a été fortement contraint par le Covid, puis par un certain nombre de crises à répétition qui ont dégradé considérablement les conditions dans lesquelles on développe ce projet. Comme on a l'expérience de Pickup où il s'est passé exactement la même chose, bon bah, on est habitué d'une certaine façon, donc on prend notre mal en patience, on ne se précipite pas. Et on construit par étapes en essayant de consolider le modèle. Maintenant, on arrive au moment où on a véritablement, je pense, démontré la validité, l'utilité, la différence de ce modèle. Donc, en fait, son utilité sur le marché en complément de ce qui existait déjà, ouais, que ce soit au Havre ou à Paris. Par exemple, ça fonctionne. Donc, finalement, le potentiel ouais, est très important devant nous. On a le projet de s'implanter dans 50 territoires. On en est à 4. Vous voyez que c'est vraiment le tout début de l'aventure. Mais comme la démonstration nous paraît très largement faite de la validité du modèle économique et de la validité du modèle d'impact, aujourd'hui, notre challenge principal, c'est de trouver les financements qui vont nous permettre de passer à l'étape d'après, qui est une étape d'accélération du déploiement. C'est le fameux cliquet dont je d'accord, parlais tout à ouais, l'heure, fort heureusement plus vite que dans l'aventure de Pickup. Et évidemment, en ce moment, trouver des financements, bah, c'est plus compliqué qu'il y a 3 ans parce que les conditions se sont dégradées, c'est plus dur pour les fonds, c'est plus dur pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est le principal challenge qu'on a devant nous et la façon de finalement de contourner cette difficulté ou d'apporter une solution à ce problème, c'est juste que comme on est véritablement une entreprise à mission au sens d'une entreprise d'impact, il y a un très fort développement quand même de la finance d'impact ces derniers mois et années. Et donc là, je pense que on a un vrai potentiel pour être porté par ce développement de la finance d'impact. Ces derniers temps, par exemple, on a beaucoup renforcé la partie opticiens itinérants qui interviennent dans des établissements auprès de personnes fragiles. Rien que sur le mois d'octobre, on va en voir 700 des personnes dans ces établissements. Donc, c'est une très forte accélération justement de notre impact pour les plus fragiles, donc de notre impact social. Et je crois que ça va nous aider effectivement à franchir cette étape décisive. une implantation, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur, une implantation sur un territoire, c'est quoi l'ordre de grandeur du coût d'une implantation? Bah, c'est une implantation. Un territoire pour nous, c'est un magasin et Oui, en fonction du territoire, enfin, 0, un ou deux opticiens itinérants. Ça dépend du d'accord. potentiel enfin, du nombre De la d'établissements à zone. visiter dans le territoire. Ouvrir un magasin aujourd'hui, ça coûte à peu près entre 250 000 et 300 000 euros. C'est pas non plus des budgets considérables. D'accord. En revanche, là, l'objectif, c'est que dans 5 ou 6 ans, on en ait 50. Ah oui, donc Donc beaucoup là, plus. évidemment, c'est une accélération un peu C'est plus 50 importante. fois cela, quoi. Pour ouvrir un magasin, on a besoin d'embarquer des banques. Pour embarquer des banques, il faut renforcer ses fonds propres. Pour renforcer ses fonds propres, il faut faire une levée de fonds. Voilà, les choses sont Ouais, extrêmement simples. Donc pour l'instant, on sort d'une phase où on fait du un par un, c'est-à-dire qu'on renforce un petit peu nos fonds propres. Du coup, on embarque une banque pour le financement d'un magasin. C'est ce qu'on est en train de faire pour ouvrir Lille bientôt. Et on voudrait passer à une phase 2 où on renforce suffisamment nos fonds propres pour embarquer un pool de banques et avoir des enveloppes de financement d'accord. pour ouvrir 8 magasins, 10 magasins, 12 magasins, et donc Super. accélérer le rythme.
La deuxième question, c'était sur comment les personnes qui viennent cette vidéo peuvent nous aider, c'est ça, hein, Oui, ce que je comprends. exactement, Bah, c'est exactement. extrêmement simple. Il suffit qu'elles aillent chez Droit de Regard. Tout simplement parce que 94% des gens qui rentrent chez Droit de Regard s'équipent de lunettes chez Droit de Regard. Évidemment, si vous n'avez pas besoin de lunettes, c'est moins intéressant. Mais comme 75% des Français ont besoin de lunettes, c'est toujours une très bonne chose. Et en fait, c'est pas du un pour un, mais quand même, c'est-à-dire que il y a une certitude qu'on a chez Droit de Regard, c'est que on renonce à rien quand on vient chez Droit de Regard. Hein. C'est pas des lunettes qui sont conçues pour des populations défavorisées. C'est d'abord des lunettes qui ont toutes les technologies et tous les savoir-faire en termes de fabrication que ont les meilleures lunettes. Simplement, on a un modèle économique qui nous permet de les rendre accessibles absolument à n'importe qui, quelle que soit leur situation, quel que soit leur âge, quelle que soit leur correction et quelle que soit leur couverture sociale. Et donc, plus il y a des gens qui viennent, comme vous et moi, dans nos magasins, plus ça nous permet d'aller à la rencontre des plus fragiles dans les établissements que l'on visite. Super. Voilà, et on a besoin de ces deux pendants finalement de la même activité pour OK. déployer notre modèle. Et puis le conseil au jeune Diego, hein, c'est ça Exactement. Le comme troisième conseil au jeune question. Diego. Bah, d'une certaine façon, ça découle un petit peu de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que je pense que mon conseil que je donnerais au jeune Diego ayant encore 25 ans, c'est prends ton temps d'une certaine façon. C'est-à-dire que on se rend compte en avançant, encore une fois, hein, le fast scaling, c'est du domaine de la légende. La réalité, la vraie vie de l'entrepreneuriat, c'est pas ça. C'est long, c'est compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et donc, il faut, dans un premier temps, bien travailler sur le modèle, l'utilité du modèle, la force du modèle, faire la démonstration, prendre le temps de faire la démonstration de la force et de cette utilité pour ensuite atteindre l'étape suivante qui est le déploiement. Et si on brûle les étapes, si on veut développer très vite tout de suite, comme on pourrait y être incité à la fois par les histoires qu'on nous raconte ou par certains investisseurs éventuellement qui pourraient, d'une certaine façon, vouloir un peu aller vite ou parfois aller trop vite, ben, on se brûle les ailes et finalement on déploie trop vite quelque chose qui n'est pas encore consolidé, quelque chose qui n'est pas encore solide et on prend des risques considérables si on fait ça. Et donc, nous, on l'a appris à nos dépens, entre guillemets, mais du coup, une expérience que l'on a maintenant et que je donne à un certain nombre de jeunes entrepreneurs, ce qui n'est plus mon cas. Je suis entrepreneur, mais plus jeune. Et donc, voilà, en leur expliquant que l'adversité qu'ils ont devant eux, enfin, finalement, être entrepreneur, c'est accepter de se coucher le soir sans savoir ce qui va se passer le lendemain et dormir quand même, quoi. Voilà. C'est une belle définition. C'est une belle définition. Ce que j'entends, en tout cas, par rapport à ce conseil, c'est prends le temps, pas forcément de faire, mais prends le temps de solidifier le modèle avant de vouloir aller vers un déploiement rapide. Exactement. Ne va pas trop vite dans le mouvement. Faut pas Euh, aller trop vite. Il faut pas aller trop vite et il faut être sûr de l'utilité du modèle, de la force du besoin de ce modèle, de la différence aussi de ce modèle. Vouloir faire comme les autres, ça n'a rarement d'intérêt. Alors, évidemment, sur un marché comme le nôtre, encore moins, puisque c'est un marché extrêmement compétitif. Donc, si c'était pour faire un opticien de plus, ça n'aurait vraiment aucun sens. En revanche, on a commencé par là. On a travaillé sur la compréhension d'un besoin qui était exprimé par des gens qui étaient oubliés par le système français de l'optique. On s'est rendu compte des taux de renoncement aux soins qui étaient extrêmement élevés, bien plus que ce que les professionnels de notre filière voulaient bien dire. Et donc, on s'est configuré pour apporter une réponse à ces gens-là. Et cette réponse, du coup, est formidablement utile à ces gens-là et constitue notre différence par rapport aux autres acteurs du marché. Et c'est ça qui est solide, finalement. C'est ça
qui fait que on a un potentiel de développement qui est très important, et pour autant, on jette personne d'une certaine façon. Alors, après, on appelle ça comme on veut, un océan bleu, peu importe, mais ce travail d'affinage du modèle et de l'utilité du modèle, il est à mon avis primordial, et on ne peut pas tout comprendre dès le démarrage. Voilà. Ça aussi, c'est Donc, si on avait eu les un message moyens important. de déployer 50 magasins ou 100 magasins sur les 3 premières années de la vie de droit de regard, je pense qu'on serait mort à l'heure qu'il est. D'accord. Très bien. Diego, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, merci beaucoup Merci à pour les toi. conseils que tu as pu donner, pour le partage d'expérience, et merci aussi à Marina de participer à tes côtés à ce projet de Je manière lui continue. transmettrai.